Demain, avec ce que vous appelez l'aide active à mourir, ce que moi j'appelle le suicide assisté ou le suicide tout court d'ailleurs, on va tuer des gens. On aurait dû recommencer par là en réalité. J'aurais dû vous poser la première question, c'était est-ce que vous aviez lu une seule proposition de loi qui est proposée sur ce qu'on appelle le libre choix et le droit de mourir dans la dignité. Légaliser l'euthanasie est un risque pour les personnes vulnérables. Autrement dit, l'euthanasie pourrait par exemple faire augmenter le taux de suicide. Donc bonjour, je suis Jonathan Denis, président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et je suis favorable à une loi de libre choix, c'est-à-dire une loi qui permette à chacun de pouvoir décider dans sa fin de vie, légalisation de l'aide active à mourir et accès universel aux soins palliatifs. Toutes les personnes en état végétatif veulent mourir. L'euthanasie n'est pas compatible avec le serment d'Hippocrate. Bonjour, je m'appelle Geoffroy Lejeune, je suis journaliste, je travaille à Valeurs Actuelles et je suis opposé à toute évolution de la législation concernant l'euthanasie parce que je pense que ce serait un changement de modèle de société, de notre rapport à l'homme, à la nature et à la mort. Les proches d'une personne en état critique ne doivent pas décider de son décès. Les soins palliatifs sont suffisants pour mettre un terme aux souffrances du patient. Il est impossible de connaître la volonté d'un patient en état végétatif. La mort fait partie de la vie, la légalisation de l'euthanasie la rendrait entre guillemets superficielle. J'ai déjà, à titre personnel, connu un proche dans un état tel que la question de l'euthanasie se posait. Alors, c'est pas une question d'être pour ou contre l'euthanasie. Moi, je pars du principe qu'il y a en fin de vie une question du choix de la personne. Et je peux parfaitement comprendre des personnes qui sont opposées à l'aide active à mourir et qui sont opposées à l'euthanasie ou au suicide assisté pour elles-mêmes. Et moi, je me bats justement pour que ces personnes soient respectées, ce qui n'est pas encore toujours le cas aujourd'hui, parce qu'il y a des euthanasies clandestines qui se font sur des personnes parfois qui n'ont rien demandé. Et ça, c'est vraiment proprement scandaleux. Mais à l'inverse, vous avez des personnes pour qui les soins palliatifs ne peuvent rien parce qu'il y a des souffrances qui sont inapaisables ou parce que ce sont des personnes qui ne souhaitent tout simplement pas aller en soins palliatifs et on leur propose rien d'autre, à part partir à l'étranger aujourd'hui ou alors une sédation profonde et continue jusqu'au décès qu'elles ne souhaitent pas. Et donc c'est pour ça que je voudrais qu'il y ait un champ des possibles qui soit ouvert, légalisation de l'aide active à mourir et un vrai développement des soins palliatifs qui depuis des années, et c'est scandaleux, n'a pratiquement pas de fond et par rapport à nos voisins européens n'est absolument pas développé. Donc c'est aussi des soins palliatifs partout et pour tous. J'ai l'impression d'entendre souvent ce genre d'exemple, en fait, les personnes dans un monde merveilleux qui, en fait, seraient en pleine conscience de leurs moyens et qui auraient pris cette décision libre, assumée, réfléchie et qu'on pourrait, en fait, par la loi, accompagner, comme certains d'autres pays à l'étranger le font, vers la mort, une mort douce, etc. Je connais ça un peu par cœur, entre guillemets, et malheureusement, je pense que ça n'est pas la réalité, ou en tout cas, ça ne peut pas être tout le temps la réalité. Le problème, c'est que la loi, elle légifère, enfin le politique légifère pour tout le monde et que si on ouvrait cette possibilité-là, on ouvrirait la possibilité à une infinité d'atrocités, d'horreurs, de gens qui en fait ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, ne sont pas capables de décider, sont sous influence d'un entourage, etc., etc., etc. Et je ne vois pas comment le fait de changer la loi à ce sujet-là pourrait apporter quelque chose de positif. Et pour apporter un peu de poids à mon cheminement sur la question de l'euthanasie, moi je comprends très bien vos arguments parce que j'ai été extrêmement touché quand j'étais adolescent. J'avais emprunté à la bibliothèque de mon lycée le livre, c'est ma découverte avec ce sujet, le fameux livre de Vincent Humbert qui avait écrit à Jacques Chirac à l'époque en lui demandant le droit de mourir parce que donc il avait eu un accident de la route gravissime, il ne pouvait plus s'exprimer sauf avec les yeux et je crois avec un doigt et il parlait avec sa mère et sa mère l'avait aidé à écrire ce livre et en fait un être humain normal ne peut pas ne pas être sensible à ce genre de cris de détresse, c'est atroce, on n'a rien à répondre à ça et donc comme tout le monde j'ai été pour l'euthanasie quand j'étais jeune parce que j'ai découvert ça et je trouve que dans le débat médiatique en fait on nous montre que ça, on nous montre que des gens dont on a le sentiment que c'est si simple, pourquoi est-ce qu'on s'empêche? Je pense même d'ailleurs que vous avez gagné, les gens qui pensent comme vous, la bataille de l'opinion à ce sujet-là ces dernières années. Et je trouve ça très dangereux, très grave, parce qu'en réalité, et ça vous le savez, c'est beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, vous mettez beaucoup de nuances quand vous parlez, beaucoup plus que certains militants. Et qu'en fait, il faut toucher avec la main qui tremble, comme disait Montesquieu, ce genre de texte. Et malheureusement, je pense que quoi qu'on touche, on peut créer des drames. Alors, je ne sais pas si je mets beaucoup plus de nuances que d'autres, mais parce que c'est aussi une question intime. C'est une question compliquée. C'est une question, pour moi, où il n'y a pas de vérité, pas de certitude.
Alors je ne pense pas qu'on ait une vérité ou une certitude l'un et l'autre sur cette question, et c'est justement parce qu'il y a ces incertitudes, moi, que je souhaite qu'il y ait ce champ des possibles qui soit ouvert. Alors, c'est pas une question des plus vulnérables ou pas. Quand vous regardez ce qui se passe à l'étranger, c'est pas la boîte de Pandore, c'est pas vrai. Et en France, justement, on a quelque chose qui n'est pas cadré. Donc on a une loi qui ne convient à personne. Je veux juste regarder en Belgique, il y a 20 ans, ils ont fait 3 lois. Ils n'en ont pas fait qu'une. Ils ont fait les droits des patients, directives anticipées, soins palliatifs. Nous, en près de 20 ans, on a fait 3 lois aussi. Et aucune ne convient. Aujourd'hui, la loi Claes-Sonetti, elle va ne convenir ni aux opposants, ni aux partisans de l'aide active à mourir. Parce Objection, elle convient à tout le monde et elle a même été votée à l'unanimité. Alors, elle n'a pas été votée à l'unanimité. Quasiment, enfin, je veux dire. Oui, c'est pas l'unanimité. Ah, mais d'accord, mais elle convenait, c'est intéressant, à une époque où il y avait encore une droite et une gauche, elle convenait à la droite et à la gauche. Alors, elle n'a pas été votée à l'unanimité. Et aujourd'hui, quand vous allez demander des soins palliatifs, ils vont vous dire que ce n'est pas une loi qui peut convenir. Quand vous allez demander à des personnes à qui on propose la sédation, parce qu'il faut être clair sur la sédation. Je ne dis pas que ça ne convient pas à personne ou ça ne convient à tout le monde. Ça peut convenir à certaines personnes, mais la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est quand vous êtes à l'agonie. C'est quand vous êtes vraiment dans quelques jours, parce que même la loi ne l'a pas défini, mais c'est à quelques heures ou à quelques jours. On va altérer votre conscience, on va arrêter l'hydratation, l'alimentation, et on va attendre. C'est la médecine qui se retire. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on va attendre parfois plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. On a parlé de Vincent Imbert, il y a aussi le cas de Vincent Lambert où une première sédation a duré plus de 30 jours. Mais dans quel pays on peut accepter qu'on laisse pendant des jours et des jours des personnes partir alors qu'on pourrait le faire à leur demande? Et j'insiste bien, c'est à leur demande, en quelques instants, entourés de leurs proches. Voilà. C'est pas une loi qui est pour les plus faibles ou pour les plus puissants. Aujourd'hui, par contre, ce qui se passe en France, c'est que si vous êtes puissant, si vous avez l'argent, si vous avez les connaissances, vous pouvez partir en Suisse, vous pouvez partir en Belgique. Par contre, quand vous n'avez pas tout ça, vous êtes condamné parfois à subir quelque chose que vous ne souhaitez pas. Et une nouvelle fois, je pense que dans ce débat, il faut se garder de tout jugement. Moi, je ne sais pas ce que je souhaiterais en fin de vie. Peut-être que je souhaiterais aller en soins palliatifs. C'est là où la majorité d'entre nous, normalement, iront. J'espère qu'il y aura des moyens pour ça. Par contre, je ne veux pas être condamné à quelque chose que je ne souhaite pas pour moi-même. Je pense que dans votre argumentation, il y a le point essentiel qui va nous opposer, c'est en fait qui est-on pour décider et vous souhaitez ce que vous appelez le libre choix ou en tout cas le choix de la personne, et moi je pense que c'est trop grand pour nous en réalité. C'est-à-dire que de la même manière qu'on n'a pas décidé d'être conçu, je pense qu'il faut qu'on laisse autre chose, la nature, autre chose, s'occuper du moment où on va partir, et puis on ne sait pas, en effet, on est très petit devant tout ça, et commencer à essayer de l'organiser, moi je pense que ça fait partie, mais notre époque vit ça en réalité, dans plein d'autres domaines, de la tentation démiurgique de l'homme, c'est-à-dire en gros il faut absolument tout maîtriser, absolument. Alors on maîtrise maintenant la procréation de A à Z, y compris parfois sans maman pour porter le bébé, on maîtrise et on veut maîtriser la mort, et moi je trouve ça un peu dangereux. Je pense que tout ce que vous dites, en réalité, encore une fois, vous faites une partition de musique sans fausses notes, et vous décrivez le monde idéal dans lequel vos idées seraient réalistes. Malheureusement, ça n'existe pas en fait, ça n'existe pas. Et il y a une infinité de possibilités dont vous ne parlez pas, qui ne seraient pas recouvertes par ce que vous préconisez. Typiquement, on parle de Vincent Lambert. Vincent Lambert n'avait pas donné de directive. Mais la famille, la justice ont mis des années et des années à savoir ce qu'il aurait voulu, et en réalité, on n'en savait rien. Et à la fin d'autorité, une décision a été prise, peut-être contre son avis, peut-être pas, on n'en sait rien, qui a déchiré sa famille et qui a même un peu déchiré le pays, parce qu'en réalité, les opinions étaient assez partagées. Bref, comment vous voulez, demain, qu'avec la loi, on puisse répondre à toutes les questions que pose la mort, qui est un mystère invraisemblable. Moi, je trouve que, justement, peut-être la magie, la bonne intuition de la loi Leonetti, c'est justement de malgré tout laisser les derniers jours, malgré tout laisser le corps s'éteindre et s'en aller tout seul. Et avec les soins palliatifs, on n'est pas dans une souffrance ignoble, atroce, etc. Malgré tout, de laisser les choses se faire et de ne pas être à l'origine de la décision. Je trouve ça beaucoup trop grand pour nous, beaucoup trop impressionnant, et je pense que c'est gravissime d'y toucher, parce qu'en réalité, on se donne des prérogatives qui ne sont pas les nôtres. Effectivement, c'est ce qui nous oppose. Je ne pense pas que ce soit trop grand. C'est peut-être trop grand pour vous, ça ne l'est peut-être pas pour moi. Et je ne peux pas admettre qu'on puisse imposer son choix à quelqu'un d'autre sur ce sujet. Quand vous parliez de Vincent Lambert... Et personne n'impose rien à personne. Aujourd'hui, si. Ah bah non. Aujourd'hui, vous avez dans le débat des personnes qui vont vous dire, là c'est le débat qui nous oppose, où vous dites pour moi c'est trop grand.
Très bien, mais il ne faut pas m'imposer une non-possibilité parce que pour vous, ce serait trop grand. Et on parlait de Vincent Lambert. Je parle pas pour moi, je parle pour l'homme en général. Vincent Lambert, il y a quelque chose et la loi est parfaite. C'est la loi Claes-Leonetti qui a fait, hélas, le cas de Vincent Lambert. Alors, pardon, parce que Vincent Lambert n'a pas fait de directive anticipée, parce que la loi n'a pas dit qu'est-ce qu'il arrive quand il n'y a pas de directive anticipée, parce que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ça a été fait collégialement par les médecins, 31 jours, puis une nouvelle sédation, c'est cette loi. Claes-Leonetti qui a fait ça. Pardon, dans l'affaire Vincent Lambert, la loi Leonetti a été un peu outrepassée par le corps médical qui était honnêtement un peu militant pour sa sédation, pour son décès. Et encore une fois, je répète, contre l'avis de la famille. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les paramètres. Partie de la famille. Oui, une grosse partie des parents, quoi. Des parents, pas de sa femme. Oui, d'accord. Pas de son neveu, des parents. D'accord, ses parents, ses frères. Non, mais après, il y a une bataille juridique. Ni vous ni moi n'étions dans le dossier médical, donc moi, j'entends bien. Je ne rentre pas dans le dossier. Mais la loi Leonetti, c'était pas ça, justement. Ça n'a pas été respecté exactement comme ça devait. Et il faut mettre la justice dessus. Mais comment ça, militant, quand vous dites militant? Comment ça, vous pensez que les médecins favorisaient le fait qu'ils devaient mourir? Les médecins, en fait, n'ont eu de cesse depuis le début du moment, notamment à Reims, en fait, où il leur a été confié, d'aller vers d'aller vers sa mort. Donc, et ils ont quand même refusé qu'il soit pris à la charge de ses parents dans un centre spécial. Et il y en a plein des centres comme ça. C'est quand même moi ce qui m'avait le plus choqué à l'époque de cette affaire Vincent Lambert, c'est qu'on a découvert qu'il y avait des centaines et des centaines de Vincent Lambert vivants en France dont on s'occupait, qu'il y avait des gens dont le métier était de leur faire du bien, de s'occuper d'eux, etc. Dans le même état. Et je m'étais dit à l'époque, mais en fait, si Vincent Lambert meurt dans l'indifférence générale, puisque ça, quand même, pendant la première sédation, tout le monde s'en foutait, c'est la deuxième fois que ça a fait beaucoup de bruit, ça veut dire que demain, ces centaines de patients qui partout en France profitent de respirer de l'air pur, de voir de la nature, d'avoir des gens qui s'occupent d'eux, qui leur font des soins, etc. Et on ne sait pas s'ils sont en fait conscients, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils voudraient, etc. On va pouvoir tous les piquer parce que ça reste ça. C'est pas le débat. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Le débat qu'on porte, et là ce que vous racontez, n'existe nulle part ailleurs. C'est pas du tout le débat. Mais non. Si, pardon, ça existe déjà beaucoup plus que les gens qui décident de mourir. C'est pas du tout le débat qu'on porte, pas du tout. Là, moi, le débat qui est porté aujourd'hui sur la fin de vie, c'est la question du choix. C'est du choix. Oui, non, mais d'accord, j'entends bien. C'est du choix, donc on n'est pas à discuter du choix de la famille ou pas de Vincent Lambert et de tous les Vincent Lambert qui peuvent arriver. Et les soins palliatifs font un travail formidable. Vous avez parlé des soins. Merci de le dire. C'est un travail formidable. Mais quand il n'y a plus tant de soins palliatifs, on entend des personnes à part la DMD en parler. Et toutes les semaines, on en parlait avec Olivier Véran, et je suis le premier à vous dire que le plan qu'il y a eu, c'est scandaleux qu'on mette aussi peu d'argent dans les soins palliatifs. Mais on va revenir, je pense, sur les soins palliatifs qu'on oppose, incompatibles, etc. Mais moi, je souhaite que chacun puisse librement décider. Vous allez devoir pouvoir décider, et puis vous pourrez même changer d'avis. Et peut-être que moi, je changerai d'avis. Je pense que vous connaissez Paulette Guinchard, qui avait fait toutes les tribunes contre l'addictive à mourir. Et puis quand elle s'est retrouvée confrontée à la maladie, elle a décidé pour elle-même, elle est partie en Suisse. Et là, elle a réalisé qu'effectivement, une absence de loi en France condamnait des personnes à s'exiler. Moi, c'est ce que je veux absolument éviter. N'ayons aucune certitude sur ce sujet. Gardons-nous bien, de décider pour d'autres ou de dire aujourd'hui, je sais ce que je souhaite. Mais le problème, c'est que si vous voulez décider pour vous, et si quelques personnes, parce que c'est très peu de gens en réalité en France, décident de choisir la manière dont elles vont mourir, il faut bien que vous compreniez qu'on va toucher à un équilibre législatif qui va concerner tout le monde. Et vous ne pouvez pas éviter la question. On va créer un droit qui ne s'imposera pas. Non, mais quand on crée un droit, on change la société, en fait. C'est tout le temps comme ça. Le mariage pour tous, ça n'a pas obligé tous les hommes à se marier entre eux ou toutes les femmes à se marier entre eux. Non, mais l'avortement n'a pas obligé. Non, mais ça a changé la société. Le mariage pour tous, pardonnez-moi, c'est un autre débat. Non, mais c'est une rupture anthropologique où tout à coup, en fait, on décide que dans le code civil, il n'est plus obligatoire d'avoir un père et une mère un enfant n'est pas obligé d'avoir un père et une mère. C'est une rupture. On parlait du mariage pour tous. Oui, moi aussi. Je n'étais pas sur le père et mère, j'étais sur le mariage pour tous, ce qui interdisait à un homme de pouvoir épouser un autre homme du moment où il en était amoureux. Après, il y a la question d'enfants, etc. Sauf que donc c'était une rupture anthropologique. Tout à coup, en fait, on consacrait ce droit pour des gens qui ne pouvaient pas procréer. Or, c'est hyper lié dans le code civil. Est-ce que la société s'est effondrée, honnêtement, entre nous? Mais attendez, ne vous inquiétez pas, ça prendra du temps, mais je pense que c'est une rupture, et moi je ne voulais pas de cette rupture, d'ailleurs j'en veux toujours pas, et en fait on est dans le cas de l'euthanasie, c'est la même chose. Au nom d'un droit que vous prétendez, que vous brandissez pour vous, parce que vous trouvez que c'est très important pour vous de pouvoir décider, vous allez changer, non mais pas pour vous, mais pour vous, enfin bref, vous militez pour ce droit, vous allez changer un équilibre qui est plurimillénaire en réalité, parce que le rapport à la mort dans toutes les sociétés, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je vous donne, et vous pouvez pas échapper à la question qui va toucher toute la société.
société, parce que peut-être que vous serez très heureux de pouvoir décider du jour de votre mort, même si vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure, ça aussi c'est une bonne rupture, mais il faut que vous pensiez, il faut que vous intégriez et vous compreniez que des gens comme moi vous opposent ça. La petite grand-mère dont on attend la fin du viager, la personne dont on attend l'héritage, mais c'est parce que c'est la réalité dans une immense majorité de cas. Bien sûr que oui. Eh ben oui, c'est bien sûr que si. Les gens. Dans quel pays ça a été fait ? Par exemple, si c'est la majorité dans beaucoup de... dans quel pays il y a ces cas ? Alors en fait, je vais vous dire, ça existe déjà. Quand vous voyez, en France, bien sûr, quand vous voyez le sort réservé à ce qu'on appelle nos aînés, en fait, qui sont des gens qu'on laisse mourir, croupir, qui est scandaleux. Mais je suis très heureux d'ailleurs que vous ayez ce discours sur les soins palliatifs et sur les EHPAD et sur la fin de vie, etc. Mais quand vous voyez le sort qui est réservé, c'est la manière dont la rupture en fait du lien entre les générations qui s'est faite, qui est pareil, qui est quasi inédite en réalité. Il y a encore 50 ans, les générations vivaient entre elles. Les grands-parents étaient avec les parents et les petits-enfants, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Et on les laisse mourir dans des conditions atroces. Si demain, il y a la possibilité, et vous dites, je ne suis que pour le libre choix individuel. Mais le problème, c'est que l'amnésie, la démence, ça frappe énormément de personnes âgées. Et si ce jour-là, la loi permet de dire, écoutez, la mamie Huguette, on sait pas trop quoi en faire, ça coûte super cher parce que c'est pas elle qui paye, hein. Ça vous coûte super cher, il va falloir qu'on écourte ça parce que ça finit par devenir problématique pour tout le monde, elle reconnaît plus personne, on va abréger ses souffrances. Vous aurez changé un équilibre qui était existant depuis très longtemps. Et comment vous allez faire pour empêcher ce genre de dérive ? Non, mais alors là, on marche sur la tête. Ça n'a rien à voir avec le débat. Mais absolument, mais absolument rien. En fait, déjà, la fin de vie, c'est pas une question de personnes âgées. Vous parliez des cas de Vincent Humbert ou Vincent Humbert, ça touche tout le monde. La fin de vie, comme vous l'avez dit, on ne sait pas quand ça arrive. D'accord, mais je pense que vous et moi, hélas, avons perdu des personnes qui étaient de notre âge. Donc la fin de vie, c'est pas une question de personnes âgées. Statistiquement, quand même, souvent. Je parle d'une loi, enfin d'une proposition de loi, comme il y en a à l'étranger. Ce sont des choses extrêmement cadrées. Personne n'est parti dans quelque chose d'économique. Alors ça, c'est un argument sur lequel je peux absolument pas rentrer. Ah non, mais attendez. Parce que je le trouve proprement scandaleux. Non, mais je vais vous dire, vous avez raison que c'est scandaleux. Bien sûr, c'est scandaleux. Vous n'allez pas en parler. Au moment où on aura un débat sur l'euthanasie, personne ne va en parler. Aucun politique ne va en parler. Mais dans la réalité, les gens vont penser qu'à ça. Attendez, il y a des moments donnés, il faut montrer les choses. J'aimerais qu'on me montre à un moment donné comment ces choses existent. Si vraiment elles existent, si ces dérives dont vous parlez existent, parfois on nous parle même des dérives à l'étranger, personne n'a jamais été capable de nous mettre sous les yeux une dérive. Alors soi-disant elles existent, mais moi j'attends qu'on m'en mette une, et s'il y en a une, à ce moment-là, on condamne. C'est là-dessus que je veux une loi. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, c'est depuis des millénaires, mais entre vous et moi, comment ça se passait il y a 30 ans ? Il y avait des cocktails qui se faisaient, des cocktails lithiques dans les hôpitaux, et puis on mourait tard le soir, c'était des médecins qui faisaient ça, sans rien demander. Mais ça se faisait. On a fait des lois qui finalement ont fait peur à tout le monde, ont fait peur aussi à des médecins, et aujourd'hui, effectivement, on n'accompagnait plus comme on faisait avant. Donc, l'euthanasie, ça a toujours existé. Ça n'a jamais remis en cause toute société. On le sait très bien, c'est pas quelque chose... Nous, ce qu'on souhaite, c'est cadrer des choses aujourd'hui qui ne sont justement pas cadrées. C'est tout simplement ça. Donc moi, j'entends qu'on puisse nous parler des dérives, mais l'euthanasie, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années dans des hôpitaux. Le scandale, c'est que c'est fait parfois sur des gens qui n'ont rien demandé. J'ai un problème j'ai deux problèmes même avec l'intitulé de votre association. C'est l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Alors ça, c'est pas votre faute, c'est pas vous qui l'avez inventé. Non, on l'assume. Mais je connais depuis longtemps. Mais c'est la question évidemment de droit pour commencer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous étiez cohérent, vous appelleriez ça l'association pour le droit au suicide. En réalité, c'est exactement ça. Non, pas du tout. Alors, quelle est la différence ? Mais la différence, c'est ce qui nous oppose depuis le début. En réalité, je ne suis dans le jugement de rien. C'est-à-dire que la dignité, j'ai pas une définition. Votre dignité, c'est peut-être pas la mienne. On va y venir à la dignité, mais d'abord sur la question du droit. Non, mais sur la question du suicide. Du droit, du suicide. Enfin, tout est dans le nom d'association pour le droit de mourir dans la dignité. On milite pour que toutes les dignités soient respectées. Absolument toutes. Moi, j'ai pas de mal à ce qu'on s'appelle l'association pour le droit de mourir dans la dignité. S'il faut qu'on change de nom pour vous faire plaisir demain pour qu'il y ait une loi, moi, je suis prêt à changer le nom de l'association. Je suis pas sûr que les adhérents soient d'accord. Mais moi, j'ai aucun souci avec ça. Moi, je vous demande par souci de cohérence de vous appeler association pour le droit au suicide, parce qu'en réalité... Je vais pas changer le nom pour vous faire plaisir. Vous dirigez un journal qui s'appelle Valeurs Actuelles, j'aimerais que ça s'appelle Valeurs Rétrogrades, c'est autre chose. Bon, voilà, on va pas partir là-dessus. Chacun voudrait changer des... Okay, mais non, je pense qu'on sur le fond, c'est très simple. Quelqu'un qui décide librement de mourir. Je vais vous prendre un exemple. Un jeune homosexuel qui, dans son collège, se fait péter la gueule tous les jours et qui vit un drame absolu.
un enfer, qui peut pas en parler à ses parents, qui peut pas en parler à ses copains puisqu'il en a plus, qui ne voit aucune porte de sortie. Le gosse, il est en 5e, donc le collège, ça va durer encore 2 ans, et qui considère que en fait sa vie ne mérite plus d'être vécue et qui n'a aucune raison d'espérer. Qu'est-ce qui l'empêche de demander dans votre schéma le suicide, le droit à d'accord. Tout, c'est vraiment alors pour le coup, s'il vous plaît, lisez au moins les propositions de loi qui peuvent exister et regardez ce qui se passe à l'étranger. Ça n'a rien à voir. Alors justement, je vous parle de ça justement parce que justement, à l'étranger, il y a notamment ceux qui font des transitions sexuelles et c'est arrivé qu'ils demandent la mort à l'âge de 15 ans. Je sais plus quel était l'exemple qui m'avait en Belgique. L'exemple qui m'avait le plus choqué. Non, mais la Belgique, de toute façon, est le seul pays pour les mineurs. Il y a eu 4. Ou la Suisse. Non, en Suisse, vous pouvez pas pour les mineurs. Ok. Il y a qu'en Belgique. Je vous retrouve l'exemple. Une transition sexuelle qui s'est mal passée d'un adolescent. Et ça a été accepté. Mais il l'a demandé, camarade. Non, est-ce que ça a été accepté ? La question, c'est pas demander. Est-ce que vous savez combien il y a de demandes d'euthanasie qui se font en Belgique ? Vous n'en savez rien. Et combien vont au bout ? Non, mais il faut bien comprendre que là, vous me parlez d'une dérive, vous me parlez. Alors là c'est génial quand même. Parce que vous me dites, il y a quelqu'un qui l'a demandé, on lui a refusé, et donc vous parlez de dérive. Non. Je vous parle pas je me fous de la Belgique et de la Suisse, je parle d'un exemple qui m'a choqué, et je vais vous dire pourquoi je vous en parle. Parce que sur la question du principe, vous prétendez le droit de choisir. En l'occurrence, cet enfant, avec tous les paramètres qu'il avait lui en tête, avait choisi. Donc vous refusez parce que c'est un mineur. On est d'accord ? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Alors, on aurait dû recommencer par là, en réalité. J'aurais dû vous poser la première question, c'était est-ce que vous aviez lu une seule proposition de loi qui est proposée sur ce qu'on appelle le libre choix et le droit de mourir dans la dignité. On est en train de parler de personnes majeures. 15 ans que je lis vos propositions. Là, il faut les relire, parce qu'on est en train de parler de personnes majeures capables, avec une affection pathologique. Non, mais c'est important. Vous voulez qu'on parle d'une affection pathologique ou accidentelle ? Non, mais moi, j'ai aucun souci, c'est le texte de loi. On l'a fait voter par les adhérents de la DMD, et c'est ce qu'on propose aux parlementaires. C'est le texte qui va être discuté. Moi, je vous interroge sur le principe, en fait. Vous dites le libre choix, la personne doit pouvoir décider, etc. Mais vous mettez quand même des limites. Vous mettez la majorité, il faut... Oui, on veut une loi, donc évidemment, c'est une loi qu'encadre. C'est pas, quand on parle de libre choix, ou alors là, on dit tout et n'importe quoi, mais je pense pas que vous soyez venu débattre avec moi sans savoir exactement de quoi on parlait. J'essaie de pointer les contradictions de votre discours, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il y ait une possibilité de choix absolue, et en réalité, parce que c'est magnifique et que ça va changer le monde. Je parle du libre choix en fin de vie. Là, vous êtes parti sur totalement autre chose. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça ne concernait pas la fin de vie, pardonnez-moi. Non, je vous ai dit que la fin de vie, alors là, il faut vraiment tout reprendre. Je vous ai dit que la fin de vie ne concernait pas les personnes âgées, que ça concernait aussi des plus jeunes, hélas, qui peuvent avoir des affections pathologiques, qui peuvent avoir des cancers, qui peuvent avoir des souffrances insupportables, qui peuvent avoir des pathologies accidentelles. C'est ce dont je parle. Là, vous me parlez d'un jeune homosexuel qui ne se sentait pas bien. Mais non, une souffrance insupportable. Qui a une pathologie. Une affection pathologique ou accidentelle, c'est la loi. Non, mais parlons de la loi. On va pas parler de débats qui sont pas. Le problème, c'est que c'est cette question-là qui va se poser, cher ami. Mais pas du tout. Elle ne s'est posée nulle part ailleurs. Pourquoi vous voulez qu'elle se pose ? En l'occurrence, concrètement, c'est un exemple qui s'est posé pour commencer. Et ensuite, surtout, comment vous dire, soyez cohérents. Appelez ça l'association pour le droit au suicide. On sort du débat, monsieur Jeune. On va pas revenir sur l'histoire de l'association. C'est au contraire exactement le débat. Mais changez pas le nom de votre magazine, change pas le nom de mon association. C'est au contraire exactement le terme du débat. Choisir de mourir, ça s'appelle se suicider. Vous êtes d'accord pour dire que ce serait bizarre de pas avoir un minimum d'opposition qu'il y ait un suicide assisté? Oui, moi je suis pour qu'il y ait une loi avec le suicide assisté. On parle pas que de l'euthanasie. Donc ça va beaucoup mieux en disant les vrais termes. Bah bien sûr. Voilà. Mais au moins les choses sont claires. Bah bien sûr. Vous me parlez de n'importe quoi à côté, donc moi j'ai aucun souci avec les termes. Je prends cet exemple-là, mais très volontairement, pour vous expliquer qu'en réalité, des gens qui veulent se suicider, il y en a plein. Que fait une société face à quelqu'un qui veut se suicider? J'oublie l'exemple du gamin qui est désespéré, etc. Vous voyez quelqu'un, vous connaissez cet exemple, qui s'apprête à sauter d'un pont. Vous connaissez pas ses motivations, c'est son choix, il est en train de se suicider parce qu'il ne supporte plus la vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous le regardez parce que c'est son libre choix ou vous allez lui porter secours? Mais une nouvelle fois, c'est pas le débat. Et évidemment, on dirait discuter avec lui, mais pas du tout. Non, mais en plus, je suis désolé, c'est odieux de prendre ces exemples-là. Ça n'a rien à voir. Là, vous sortez totalement du débat. Et ça n'intéressera personne, mais pas du tout. Mais attendez, on est en train de parler de personnes qui ont une affection pathologique, accidentelle, qui sont dans des souffrances inapaisables, des souffrances physiques et psychiques. On est en train de parler de personnes qui ont la maladie de Charcot, qui ont la sclérose en plaques, qui ont des cancers. Vous êtes en train de me parler d'un sujet qui n'est abordé dans aucun autre pays au monde. Sincèrement, d'autres arguments, mais pas ceux-là. Non, pas du tout. Ça existe vraiment. Et encore une fois, la notion de suicide, c'est quelque chose qui est très dérangeant quand même. J'aurais aimé que vous veniez avec ces exemples, parce que ça nous aurait permis de débattre sur quelque chose qui existe. Très bien. Je retrouverai ce jeune garçon, bien sûr.
Super. Et maintenant, vous parlez Qui on n'a rien accepté, hein, d'ailleurs. D'accord. Mais oui, mais enfin, oui. qui décide à ce moment-là? Je veux dire, c'est toujours Mais pareil. c'est une loi qui protège, c'est une loi qui encadre. Allez pas demander vous-même à nous dire la loi va déborder, etc., alors qu'elle n'est pas encore là, alors que celle qui a été discutée ne prévoyait pas du tout des choses comme ça, et qu'aucun pays au monde, aucun, n'a prévu des choses comme ça. Et Aucun. alors, ce qui m'amuse, c'est que... Et si le débat venait dans 15 ans à être sur ce sujet que vous donnez, eh bien je ne serais peut-être pas de ce combat-là. Ouais. Aujourd'hui, je suis d'un combat, on est en train de parler d'une chose, on n'est pas en train de parler de futur hypothétique sur des cas, etc., où personne n'a discuté de ça. Mais alors Personne. au contraire, il faut faire ça, parce que je vais vous dire, ça a commencé il y a 20 ans comme ça, et aujourd'hui on en est à discuter, et demain on aura la discussion sur un texte de loi. Donc moi je préfère être On n'est pas prudent. en train de discuter de ça Je préfère être prudent. dans aucun pays. Ensuite, dans votre loi rêvée, très bien cadrée, qui ne poserait aucun problème, etc., vous parlez donc des maladies ou des accidents qui entraînent des souffrances insupportables et qui sont incurables, etc., type maladie de Charcot, etc. Je reviens sur le nom de votre association pour le droit à mourir dans la dignité. Expliquez-moi en quoi ces gens ne sont pas dignes. Je n'ai absolument pas dit ça. Mais absolument pas. Par contre, il y a des morts indignes. Aujourd'hui, des morts indignes, c'est quand vous n'êtes pas respecté dans votre choix. Oui. D'accord. Des morts indignes, c'est quand on va vous imposer quelque chose que vous ne souhaitez pas. Des morts indignes, c'est quand on vous dit tu dois fuir à l'étranger parce qu'on ne peut pas te proposer aujourd'hui une solution par rapport à ce que tu souhaites. Ça, c'est indigne. La dignité, ce sera donc respecter tout le monde. Je ne dis pas demain, la mort digne, c'est une mort par une aide active à mourir. Absolument pas, mais personne n'a dit ça. Je dis simplement que demain, le droit de mourir dans la dignité, c'est un droit qui écoutera, c'est une possibilité qui sera offerte à tout le monde. Vous serez écouté, vous serez protégé parce que vous souhaitez, votre Dieu vous rappelle par exemple, ou parce que pour vous la vie est sacrée, vous souhaitez que ce soit jusqu'au bout. Mais je me battrai toujours pour que vous soyez respectés dans ce droit, dans ce choix. Mais je me battrai toujours aussi pour que ceux qui nous disent ce n'est plus supportable. Et vous voyez, là j'ai accompagné dernièrement une de nos adhérentes en Suisse qui avait un cancer du sein, qui était incurable, qui ne voulait pas des soins palliatifs. Elle a quand même le droit de ne pas avoir ça. Mais elle a le droit. Mais non. Mais si. Bah Il n'y a pas une loi qui oblige demain à aller en soins palliatifs. Et si ça, c'est la version que vous voulez, ça m'inquiète. Non. Parce que ça s'appellera de l'acharnement palliatif et de l'acharnement thérapeutique et c'est interdit par la loi. Non, mais vous dites elle a quand même le droit, je suis désolé. C'est là, Elle a encore le une fois, on n'est pas d'accord. C'est que, non, en fait, je suis désolé, c'est terrible. Vous n'avez pas décidé pour elle. Et moi non plus. Mais elle non plus. Ah, elle n'a pas décidé pour elle-même. Bah non. Mais pourquoi elle ne pourrait pas décider pour elle-même? Mais non, parce que en fait... Pourquoi elle devrait souffrir au maximum? Mais c'est pas une question de souffrir. Ah bah si, ses souffrances étaient inapaisable. Je vous assure qu'elle n'est pas partie en Suisse parce qu'elle s'est levée un matin, elle s'est dit « Oh tiens, je me sens pas bien, j'ai une peine de cœur, je vais en Suisse. » Non, elle est allée en Suisse. J'entends bien. Et elle était sereine et apaisée jusqu'au bout. J'entends bien, mais pardon, elle a refusé les soins palliatifs, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que c'est quand même la solution qui permet d'éviter les souffrances au maximum, etc. Et ça n'évite pas toutes les souffrances. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. Et ça n'évite pas toutes les souffrances. Enfin bon, tout le monde vous le dira, ça par contre. Il y a des souffrances qui sont inapaisées, inapaisables. Et même les soins palliatifs vous le diront. Et donc elle a décidé de se donner la mort, elle a décidé de se suicider. Pardonnez-moi, je trouve ça, je veux dire, il y a des gens qui se suicident, hein, c'est pas interdit. Enfin, je veux dire, on va pas poursuivre les gens. Elle a décidé effectivement de devoir s'exiler en Suisse pour pouvoir partir, éteindre la lumière comme elle l'avait souhaité, oui. Plutôt que d'avoir effectivement une sédation profonde et continue jusqu'au décès qu'elle n'aurait pas pu avoir là, puisqu'on aurait dit vous n'êtes pas à l'agonie. Oui, effectivement. Et nous ne sommes personne. Moi, je vais vous dire, on a à peu près le même âge. Je me suis engagé dans ce débat-là, comme quoi ça ne concerne pas que les jeunes, que les personnes âgées, la fin de vie, parce que mon père avait il y a des années un cancer généralisé, il n'y avait pas la loi Claes-Leonetti encore, hein, c'était en 2008. Cancer généralisé. Les souffrances étaient devenues insupportables. C'était pas quelqu'un de dépressif, c'était pas quelqu'un qui voulait pas se battre, c'était quelqu'un qui se disait aujourd'hui ce n'est plus la définition de ma dignité. Il a commandé un médicament sur Internet. Grosse erreur, et je conseille à personne de le faire. Ce médicament n'a pas fait partir comme il le souhaitait. Il est tombé dans le coma. Il a fallu que je connaisse le médecin qui m'a dit on va aider votre papa. Parce qu'on sait que voilà, c'est ce qu'il souhaitait. Il est parti en quelques instants. Qui j'étais? Qui auriez-vous été pour décider à la place de mon père s'il devait encore souffrir ou pas? Je prends un exemple personnel, mais c'est des dizaines et des dizaines de cas tous les jours. Nous ne sommes personne. Et il y a des choses qui peuvent nous opposer sur l'aide active à mourir, mais j'aimerais au moins qu'on tombe d'accord, mais on ne l'est pas, semble-t-il, et c'est là où ça me gêne, sur le fait que nous ne devons pas décider pour quelqu'un d'autre. Et que quand vous dites que Jannick est partie en Suisse, elle n'a pas à décider pour elle-même, ben là je ne comprends pas.
Ah bah, c'est très simple, en fait. Encore une fois, c'est la question de Son corps lui appartient, quand même. mais en fait, oui, mais sauf que vous parlez pas de son corps, là, vous parlez de Sa mort lui appartient. bah voilà, bah, c'est là où je suis pas d'accord. Encore une fois, vous êtes dans la Parce que tentation. la vie est sacrée pour vous, et je le respecte. Bah voilà. Mais je le respecte. Mais elle est pas sacrée pour moi, elle est sacrée Bah, en fait pour tout le monde, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Et donc une société qui tout à coup permettrait. La vie n'est pas sacrée pour tout le monde. On est moi, une société où aujourd'hui, si on emploie le mot la vie est sacrée, on le renvoie sur quelque chose qui s'échappe de la société laïque, la république laïque dans laquelle on est. Donc la vie. C'est même pas une question. Non, mais la vie n'est pas sacrée pour tout le monde. Non, ça il faut l'accepter. Non, mais moi je me bats pour qu'elle soit sacrée pour tout le monde, et je me bats pour qu'elle soit et qu'on protège la majorité des gens qui n'ont pas envie qu'on décide pour eux, etc. Et en fait, encore une fois, on se bat pour la même chose. Je me bats aussi pour que tout le monde puisse être protégé, et qu'effectivement il y a un choix entre des morts solitaires qui peuvent avoir lieu, des morts solidaires qui peuvent avoir lieu, et que chacun soit respecté. Chacun. Voilà, sans juger. Alors, pour le coup, je suis désolé, mais là, si on est dans un jugement, vous l'êtes beaucoup plus que moi. Si vous me dites demain, quelqu'un souhaite que ça dure le plus longtemps possible, une nouvelle fois, parce que sa religion lui demande, mais il faut que cette loi la protège. Il faut que cette loi lui permette effectivement de pouvoir accéder à sa demande et de ne pas être peut-être euthanasié dans la plus grande clandestinité sans l'avoir demandé aujourd'hui. Eh bien justement, la loi demain, elle encadrera cela. Mais en fait, vous parlez de oui, vous racontez une fable. Mais je raconte pas une fable, je raconte le quotidien. Mais non. On parlait en tout début de débat de Vincent Lambert, pardonnez-moi, on est très loin de tout ça, et pourtant il est mort. La DMD, c'est pas qu'une association militante, c'est une association d'entraide et de solidarité. On a une ligne qui s'appelle la DMD Écoute. Venez à la DMD, venez écouter ces témoignages. On ne les invente pas. Écoutez tous ceux qui ont lieu là. Vous avez encore ce matin sur une radio, par exemple, Marie-Hélène qui expliquait son témoignage, qui avait un cancer. Ces témoignages-là, ils existent, et c'est pas à la marge. Là où je vous rejoins par contre, quand vous dites peut-être ça ne concernera pas grand monde, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on crée un droit demain que c'est l'euthanasie pour tous. Ah mais alors, pardon. Regardez ce qui se passe, on sait très bien à l'étranger, effectivement, ça concernera très certainement entre 2 à 3% des décès. Très certainement. Mais moi, je dis exactement l'inverse. Je pense au contraire que ça concernera des gens qui n'ont rien à voir avec ce que vous décrivez aujourd'hui. C'est-à-dire que, mais déjà, aujourd'hui, on demande à la famille s'il faut débrancher la vieille dame qui est tombée dans le coma ou qui est en fin de vie. Déjà, aujourd'hui, ça existe. Demain, avec ce que vous appelez l'aide active à mourir, ce que moi j'appelle le suicide assisté ou le suicide tout court d'ailleurs, on va tuer des gens. On va tuer des gens. Il faut quand même prendre compte, réaliser cette horreur. C'est-à-dire que la maladie tue. Ouais. La maladie tue. On est d'accord. Non, mais la question c'est qui donne la mort. Est-ce que c'est un médecin ? Est-ce que ça arrive en fait ? Et quand ça arrive, on respecte le mystère de la nature. En réalité, c'est même pas religieux ce que je vous dis. C'est la mort, elle arrive quoi qu'il arrive. Elle nous arrivera à tous. Aujourd'hui, vu que vous avez maîtrisé le sujet, la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Qui le fait ? Jusqu'au décès. Non mais qui le fait ? Non, mais là, après, on va rentrer dans l'hypocrisie. Qui le fait ? Mais non. C'est le médecin. Non mais c'est bien le médecin, rassurez-moi, qui fait la sédation. Et qui tue pas. D'accord. Jusqu'au décès. Non, mais attendez. On se réveille pas d'une sédation, on est d'accord ? Non, jusqu'au décès. Non mais d'accord. Donc on attend jusqu'au décès. Ça pour vous, ça vous convient ? Mais en fait, évidemment que ça me convient pas. Aucune des situations horribles dont on est en train de parler me convient. Personne ne remettait en place la loi Claes-Leonetti tout à l'heure. C'est ce que vous m'avez dit. Ça convenait à tout le monde. La mort ne convient à personne, la souffrance ne convient à personne. Et alors aujourd'hui, ce qui me rend le plus dingue, c'est que quand on a ce genre de débat, on a le sentiment que vous êtes gentil et vous avez l'impression que vous êtes le seul à défendre le fait que les gens puissent mourir sans trop souffrir et qu'on respecte leur choix, et que moi je veux absolument qu'ils agonisent. Non, pardon, je vous rassure, vous n'êtes pas le méchant, je suis pas le gentil. Non, mais le problème, c'est que dans le débat public tel qu'il se développe dès qu'il y a c'est souvent des faits divers ou c'est souvent des cas isolés dont on nous parle, c'est ça. Moi, c'est pas ça que je veux. Et évidemment, je me satisfais pas d'une sédation profonde jusqu'au décès. Évidemment, je me satisfaisais pas de la situation de Vincent Lambert, pas plus que d'ailleurs que celle de Vincent Humbert, pardon. Et que tout ça, c'est très mystérieux. Moi, ce que je dis juste, en fait, c'est qui est-on pour aller toucher à cet équilibre ? Qui est-on pour aller... Et notre volonté est plus petite que ça. La volonté des gens dont vous parlez, elle est plus petite que ça. En réalité, c'est trop grand pour eux de devoir décider, je pense, le moment. Et vous pensez, j'ai bien compris, que en fait, ils peuvent être maîtres de leur destin jusqu'à leur mort. Et je pense que c'est trop dangereux. Non, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est possible de trouver un compromis alors ? Parce que vous êtes décidément pas du tout d'accord. Et donc, est-ce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles vous pourriez être d'accord, Geoffroy, ou vraiment là, pour vous, c'est un non-sujet, l'euthanasie ?
Non, mais moi je pense qu'il y avait un compromis, ou en tout cas quelque chose qui s'approchait du compromis avec la loi telle qu'elle existait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne consacrait pas le droit de choisir sa mort, ce qui ne vous convient pas, mais elle accompagnait et elle soulageait. Et surtout, c'est quand même ça l'espèce de miracle quand même, quoi. Michel Houellebecq a écrit un texte dans Le Monde il y a quelques temps qui s'appelle Sister Morphine, et qui en fait, il parlait de lui, c'est quelqu'un qui en fait a un rapport très compliqué à la maladie et qui a déjà souffert de la maladie en fait, et qui disait que voilà, en Sister Morphine c'était un peu exagéré, mais que en fait l'accompagnement médical pouvait soulager énormément, et sans toucher à ce qui est la petite chose fragile qui est notre rapport à la mort, et qui en fait je pense est beaucoup trop compliqué pour qu'on puisse commencer à y mettre le doigt en fait, et donc sur cette question du choix on ne pourra jamais être d'accord. Sur la question de la fin de vie, je trouve que la loi Leonetti en fait apportait une réponse qui d'ailleurs qui a duré longtemps malgré les débats etc, qui a duré, et j'aimerais qu'on ne la touche pas, j'aimerais beaucoup qu'on ne la touche pas. Malheureusement je vois que le contexte politique est en train de changer, et que Emmanuel Macron a besoin de s'inventer une réforme sociétale qui fasse plaisir à la gauche, donc on aura sans doute un débat dans les mois qui viennent. Alors après voilà, là on se rejoint, il y a une convention citoyenne, moi j'espère qu'on pourra avoir un débat serein et apaisé, et il faut que tout le monde soit entendu dans ce débat-là. Alors je suis content que ça s'appelle enfin convention citoyenne et pas convention médicale, parce que effectivement on va peut-être sortir des seules discussions qu'il y avait pu avoir. On verra ce qui sortira de cette convention citoyenne. Il faudra respecter ce qui en sort, même si ça ne conviendra peut-être pas à moi ou peut-être pas à vous, mais il faudra respecter. Si je peux vous mettre à l'aise, ça va bien se passer pour vous cette convention citoyenne. Je pense qu'on a tous les deux bien connu quelqu'un qui s'appelle François Hollande, qui en 2012, président de la République, s'engage dans son engagement 21 à faire l'aide active à mourir. Ça a donné la loi Claes-Leonetti. Donc moi, je crois ce que je vois à la fin sur ce sujet. Mais entre-temps, le professeur Delfrécy, qui s'est ensuite illustré pendant le Covid, qui avait été patron du Conseil national d'éthique, avait dirigé, je crois, c'était une convention citoyenne ou quelque chose comme ça. Qui m'avait auditionné. Voilà. Mais alors non, je pense pas à la question de la fin de vie, je crois de la question de... C'était autosaisie. On parle de la bioéthique, je pense à la bioéthique, et la convention, c'était autosaisie de la question de la fin de vie. Les citoyens, c'était autosaisie. Et les résultats de la consultation n'étaient pas du tout dans le sens attendu par le gouvernement, et donc ils n'ont servi à rien. Donc, sur la fin de vie, pour vous répondre sur cette convention, ils demandaient la légalisation de l'aide active à mourir. Et des rapports, moi c'est ça qui me gêne dans cette convention, et peut-être qu'on va tomber d'accord sur une chose. Sur cette convention citoyenne, je trouve qu'on on se moque de nous. Sur cette convention citoyenne. Alors peut-être on va pas trouver qu'on se moque de la même façon de nous, mais une convention citoyenne, il y en a déjà eu, convention, rapport, etc. Il y en a plein. Il y a 1 an et demi, il y a une majorité de députés qui ont voté l'article 1er de la proposition de loi d'Olivier Fahlorani. 300 députés ont écrit au Premier ministre de l'époque, Jean Castex, pour lui dire « remettons le sujet sur la table, continuons le débat ». Le débat, il n'a pas eu lieu. Donc aujourd'hui, on fait une convention citoyenne. Que de temps perdu. Et alors si en plus on fait une convention citoyenne où effectivement on nous dit déjà d'avance que ça va être, on part pas sur des bonnes bases. Donc moi, je veillerai à ce qu'il y ait le respect de tout le monde, qu'on n'ait pas d'outrance, qu'on n'ait pas de mensonges sur ce débat. Je pense vraiment qu'il faut éviter les outrances. Moi, c'est ce qui me fait peur parfois aujourd'hui quand je vois certains opposants. J'ai peur que le débat soit cristallisé et que du coup, on n'entende pas réellement la voix de tout le monde, y compris de ceux qui, pour des raisons tout à fait légitimes, et je respecte parfaitement votre position d'être contre l'aide active à mourir, je souhaite que votre voix puisse être vraiment entendue. J'ai peur qu'avec certains opposants qui sont en train de monter au créneau, on n'entende pas tout le monde. En fait, moi, je crois plus aux conventions citoyennes depuis très longtemps, notamment parce que j'ai vu comment ça se passait. Je pense que c'est une question de volonté politique. En réalité, ça ne peut bouger que s'il y a une volonté politique. Il se trouve que ça me va très bien, moi, du coup, puisque je suis opposant à tout ça, que les conventions citoyennes baladent les militants du droit, comme vous dites, à mourir dans la dignité. Moi, je ne veux pas de ce changement de société. Maintenant, la question de la volonté politique, honnêtement, c'est encore à la limite. Je peux comprendre, je suis pas d'accord, mais je peux comprendre que vous disiez que chacun doit pouvoir décider de la manière dont il part, etc. Je comprends le raisonnement, le cheminement, etc. Moi, ça me fait peur, mais je peux comprendre que vous le disiez. Je trouve ça horrible qu'on remette ça dans les mains de 577 députés qui sont élus d'ailleurs pour la plupart par hasard, pour des mauvaises raisons, dans des contextes politiques nuls, avec une abstention monstrueuse, etc. Il faut imaginer quand même ce que ça va être comme rupture anthropologique en fait pour notre société, dans la longue histoire des hommes, en fait, tout à coup, on va avoir une société qui l'autorise de manière officielle. Tout à l'heure, vous parliez d'hypocrisie. L'hypocrisie a des vertus, en fait. Elle a vraiment la vertu de préserver, bien sûr que oui, de préserver l'essentiel. Et à côté, il se passe des choses, mais ça sort du cadre. Et en fait, le cadre reste le même. Et c'est pour ça que moi, je trouve que
dans cette matière-là, l'hypocrisie est vraiment bénéfique. C'est sur l'hypocrisie qu'on a bâti des civilisations et que aujourd'hui la volonté de transparence ou de vérité absolument, ça oblige. C'est d'ailleurs pas ça la définition de la vérité, mais ça oblige du coup à des extrémités. Et je trouve que en ces domaines-là qui nous dépassent, c'est-à-dire qui nous engagent en fait même pour les générations futures et beaucoup de générations futures, etc. Le monde qu'on construit et qu'on va laisser dans des centaines d'années encore sera marqué par ce qu'on va faire maintenant. Et ça va être entre les mains de 577 personnes. Peut-être pas. Peut-être que ce sera un référendum, on n'en sait rien. Si seulement. Et peut-être. Et quand bien même. Moi, je me méfie aussi des référendums où on répond de façon binaire et voilà. J'espère que ce référendum ne sera pas pour ou contre l'euthanasie, parce que pour ou contre l'euthanasie, ça ne veut rien dire. C'est malheureusement comme ça que la question serait posée si c'était un référendum. Mais en tout cas, même moi, je me sens pas assez grand pour décider de ça en fait, pour la société dans laquelle je vis. Je pense que, je sais pas, la nature est bien faite, que parfois elle est très violente, très cruelle, qu'heureusement on arrive à la maîtriser, que les soins palliatifs ont servi à ça, et que tout à coup vouloir que notre petit choix individuel, voire individualiste, vienne effacer cet équilibre qui nous a été légué, je trouve ça vraiment très dangereux. Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas d'équilibre. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas d'équilibre, et ça fait qu'effectivement, vous parliez des différentes lois qu'on peut exister. Depuis 20 ans, on en est toujours à parler du même sujet. Depuis 20 ans, ça ne convient à personne parce qu'on a voulu faire à chaque fois l'exception française. Et l'exception française, il y a un moment donné, ça ne fonctionne pas. On ne fait pas des soins palliatifs à la française. On regarde les soins palliatifs qui se font ailleurs. On parlait de la Belgique. 50% des euthanasies se font dans le cadre d'un parcours en soins palliatifs. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, les discussions avec les soins palliatifs. Évidemment, il va falloir une grande discussion, il va falloir accompagner, on parlait de mettre des fonds, mais ce ne sont pas que mettre des fonds, il va y avoir une vraie discussion avec les soignants à avoir. Mais aujourd'hui, quand vous allez en Belgique, personne qui va remettre en cause la loi. Les citoyens belges sont très contents d'avoir cette loi. Les politiques belges ne veulent pas les remettre. Les soignants sont à l'écoute. Et évidemment, il y a des soignants qui ne le font pas. Et en France, et ça j'y tiens, on n'en a pas parlé, mais cette clause de conscience des médecins, il faudra qu'elle existe. Si demain un médecin dit « je ne souhaite pas faire de l'acte actif à mourir », personne ne l'obligera à le faire. Il faudra évidemment un praticien qui soit prêt à accompagner. Mais là-dessus, il faudra être très clair. Et effectivement, quand vous me dites, quand je vous dis c'est une loi qui n'impose rien à personne, et vous me dites c'est pas vrai, ça va imposer effectivement à la société. Moi, si demain le choix de société, c'est une société fraternelle qui ne laisse personne sur le bord de la route quand on parle de la fin de vie, ça me va. Pour vous, effectivement, ce sera un autre type de société à laquelle vous pensez si on légalise. C'est quelque chose qui nous oppose, mais je suis certain que dans des années, si on est amené à en reparler, on sera d'accord de se dire que ce débat, il a eu le mérite d'exister et que finalement, on a réussi à avancer sur une bonne voie que personne souhaitera remettre en cause. Je pense que c'est impossible. Déjà, imaginons, projetons-nous dans un an, vous avez votre loi, exactement celle que vous voulez. Les Français ont une loi, c'est pas ma loi. Hein. Oui, c'est vous qui êtes à l'origine quand même. Oui, et donc, on essaie dit, la Belgique par exemple discute de l'étendre aux mineurs parce que exactement pour la raison. Et voilà, donc pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est parce qu'en fait la souffrance à un moment donné de quelqu'un de 40 ans, peut-être que celui de 15 ans va la sentir, etc. Bon, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous avez ouvert une boîte de Pandore, c'est ça le principe de la boîte de Pandore. C'est que vous avez fait sauter. La Belgique, non, mais attendez, sur la Belgique, vraiment, il faut y aller à tâtons sur la Belgique. Il faut maîtriser quand même sur ce qui se passe en Belgique parce que les Belges, ils en ont marre qu'on raconte tout et n'importe quoi. C'est pas hier sur les mineurs. Ça a été un travail de discussion qu'il y a eu et effectivement, l'euthanasie, le suicide assisté, puisque c'est l'aide active à mourir en Belgique, est ouvert aux mineurs. C'est pas le mineur seul qui décide, évidemment. Il y a eu 4 cas. 4 cas en Belgique. Vous pensez vraiment que les parents disent je suis d'accord avec mon enfant, on fait l'euthanasie comme ça. Mais s'ils sont ça d'accord, ne se passe pas comme ça. Ah oui, mais bien sûr. Mais attendez, mais il faut que les parents soient évidemment d'accord. Dans le cadre de la loi. Mais on parle de 4 mineurs et tout a été extrêmement cadré. Il n'y a pas de cas de justice. Et là, on n'est pas en train de parler des mineurs. Peut-être qu'effectivement, dans le débat par la suite, il y aura les mineurs, peut-être. Ah, voilà, c'est là où je voulais en venir, si vous voulez. C'est que vous nous décrivez aujourd'hui un Éden où on aura il y aura peut-être des discussions. Enfin, moi, je me rappelle, on parlait du mariage pour tous tout à l'heure. Moi, je me rappelle de certains opposants qui nous disaient demain, ce serait avec un chien. Qui, vous ou moi, pour dire, ça se trouve, il y aura peut-être ce débat qui sera ouvert. Bon, on ne sera pas d'accord. Alors, il se trouve que j'ai dit exactement la même chose, mais je vais vous dire pourquoi. Pas parce que. J'ai pas dit ça par hasard. Pas parce que je pense qu'un jour les gens se marieront avec des chiens, parce que ce qui a été présenté comme raison pour le mariage pour tous, c'était s'ils s'aiment.
Et ben s'ils aiment, on peut aimer n'importe quoi. Vous vous rendez compte le mal que ça a pu faire? Moi, on va se parler tous les deux. Vous vous rendez compte le mal que ça a pu faire d'entendre ça des gens? Non, mais honnêtement. Non. Et aujourd'hui, d'entendre dire la mort ne leur appartient pas, ces gens-là, ils doivent souffrir, ils doivent aller le plus loin possible. Le mal que ça peut faire à certaines personnes. Et une nouvelle fois, c'est pas être le bon ou le méchant, mais c'est juste. Moi, je vais vous répondre là-dessus. Raison gardée dans certains propos. Mais non, mais attendez, moi, j'essaie de raison garder. Quand certaines personnes donnent l'exemple du chien pour le mariage pour tous, non, mais attendez, c'est pas une question de dire les homosexuels veulent se marier avec des chiens. C'est pas du tout le propos. C'est une question, c'est une discussion sur le principe de si l'amour est la seule condition du mariage. Dans ce cas-là, on peut aimer un objet, on peut aimer une plante, on peut aimer un animal. C'était ça le raisonnement. Oui. C'était pour s'éloigner de tout le sujet et ça n'apportait absolument vous ne voulez pas rien. dire que c'est ça, que ça fait partie du sujet. Je suis désolé. Si on consacre l'amour comme principe du mariage unique, et ben dans ce cas-là, ce genre de truc de construction intellectuelle est possible. Moi, je vise personne. Et puis attendez, je pense pas faire de peine. Je connais aucun homosexuel qui a envie de se marier avec un chien. Donc j'ai l'impression de faire de peine à personne. Sur tous les sujets, on en a parlé. Je pense qu'il faut faire attention à tous les mots et à tout ce qu'on emploie et se garder de devoir décider, etc. Vous imaginez bien que j'ai pas envie de blesser les gens qui souffrent de manière infinie sur Terre et qui ont envie de partir le plus vite possible. C'est pas mon propos. J'ai une question très honnête, monsieur Lejeune. Si demain, quelqu'un dans votre famille vous dit « mes souffrances ne sont plus supportables » à une maladie, allez-vous tenir le même discours que vous tenez aujourd'hui si cette personne vous dit « en France, je n'ai pas le choix, je dois aller en Belgique », très honnêtement? Mais très honnêtement, oui, c'est horrible, évidemment. Je souhaite pas être confronté à ça. En fait, pour être honnête, j'ai été confronté de très loin avec mon meilleur ami il y a une quinzaine d'années, qui a été. Alors lui, pour le coup, c'était pas en France, donc il est pas parti mourir à l'étranger, il est mort à l'étranger. Et en fait, lui, il était dans le cas du coma, etc. Puis finalement, ce que vous appelez la sédation profonde et continue, mais c'est tout à fait normal. Bon, et à l'époque, moi, ça m'avait troublé, heurté. Je m'étais demandé ce que j'aurais fait. D'ailleurs, s'il n'avait pas été, si j'avais dû avoir mon mot à dire, etc. J'en sais rien. Je suis trop petit encore. Une fois, je suis trop petit. Donc si quelqu'un de ma famille demain vient me voir pour me dire aide-moi, emmène-moi en Suisse, etc. Aide-moi, c'est quelqu'un qui vous dira écoute, moi en France, on ne peut pas m'accompagner comme je le souhaite, donc il faut que je parte en Suisse. Est-ce que vous lui direz la même chose? Oui, non. Alors si, bien sûr que oui, je lui dirais exactement la même chose, avec des larmes dans les yeux, ce sera la différence. Mais je lui dirais exactement la même chose parce que c'est profondément ce que je crois. Et par ailleurs, j'essaierai le plus possible de lui donner le plus d'amour possible, de l'envelopper de tout ce que je peux. Mais parce que je voudrais pas cautionner cette démarche. Sûr, mais je pense on n'accompagne pas les personnes en Suisse sans leur donner de l'amour, je vous rassure. J'ai pas dit l'inverse, mais j'essaierai modestement. Et vous savez quoi? On est impuissant face à tout ça, en fait. On est impuissant. Et c'est aussi ça qui me dérange dans votre argumentation, c'est que vous décrivez un monde dans lequel on aura enfin la réponse à la question. Mais on n'a pas la réponse à la question de la mort. On l'a pas et on l'aura jamais. Parce qu'on est impuissant face à ça. On la maîtrise pas. Vous savez quoi? Il y aura toujours des cas qui échapperont à la loi que vous aurez faite. Et il faudra toujours faire une nouvelle loi, il faudra toujours étendre. Et un jour, il y aura un cas qui sera extrêmement choquant, mais peut-être qu'on devra faire une loi quand même parce qu'il faut répondre à cette question-là aussi, etc. À force de vouloir répondre à toutes les situations, on se condamne à être soit Dieu, ce qu'on n'est pas, soit complètement impuissant et passer à côté de notre cible. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur parce que je ne vois pas comment vous pouvez demain imaginer que vous allez répondre à toutes les situations qui sont posées par ce problème immense qu'est la mort, qui est notre angoisse à tous, en tout cas, qui est l'angoisse de la... On ne répondra pas à toutes les situations posées. Alors, faites pas croire que la loi va tout à coup changer les choses. Ah, mais attendez, vous m'avez jamais entendu dire et vous n'avez entendu jamais personne dire la loi va changer les choses. Par contre, la loi aujourd'hui, qui ne répond pas à toutes les situations, elle existe. Demain, mais la vôtre, est pareille. Elle ne répondra peut-être pas à toutes les demandes. Effectivement, on parlait d'évolution qu'il pouvait y avoir. Donc c'est bien qu'elle ne répondra peut-être pas à toutes les demandes et qu'il faudra certainement discuter. Vous parliez des dérives. Bon, alors, finalement, qui n'existent pas parce qu'on n'arrive pas à retrouver les cas, etc. Mais vous me donniez, je vous donnais l'exemple de quelqu'un qui se lève demain matin et qui nous dit j'ai une peine de cœur, je vais demander l'aide active à mourir. Mais la loi ne lui répondra pas, fort heureusement. Oui, c'est pas mon combat. Attendez, c'est pas mon combat. Pour l'instant, la loi répond à la mort. C'est pas tous les décès. La loi ne lui répondra pas. Mais demain, moi, je serais fier de me dire qu'effectivement, il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas mourir dans la définition de leur liberté, de leur dignité, et demain, elles pourront le faire. Et rendez-vous compte quand même qu'en France, vous avez des zones qui s'appellent des zones d'organisation d'accès aux soins transfrontaliers, par exemple dans les Ardennes. Vous pouvez vous faire soigner en Belgique, un médecin traitant en Belgique. Vous savez qui vous rembourse les soins préparatoires à une euthanasie en Belgique? C'est la sécurité sociale française, qui l'interdit elle-même sur son territoire. On parlait d'hypocrisie, ça,
c'est de l'hypocrisie. Mais moi, je préfère l'hypocrisie à votre système, en fait, je suis désolé. Ah ben écoutez, moi si l'inégalité territoriale et financière vous convient, moi j'ai pas de souci. Non, Mais c'est je ne souhaite pas l'hypocrisie. du tout que ce soit C'est ça. ce que vous appelez l'hypocrisie, c'est-à-dire le fait soit de laisser faire, soit d'ignorer d'ailleurs, parce que c'est ça aussi l'hypocrisie, on peut ne pas savoir. De laisser entre les mains d'un médecin qui fera ce qu'il voudra. Mais oui, C'est mais ça en fait, l'hypocrisie. encore une aujourd'hui. fois, c'est parce que tant que vous ne touchez pas au principe, vous ne déstabilisez rien. Et ça peut exister, je suis d'accord avec vous quand vous dites les potions dont vous parlez tout à l'heure, et le fait que ça existe depuis toujours, je ne nie pas ça du tout. Je dis juste en fait que ça n'est pas la norme. Vous voulez changer la norme, c'est ça qui me Pas dérange. du tout. Ah si. Ah, Pas si. du tout. Aujourd'hui, ça n'existe pas, vous voulez que ça existe, changer la norme, excusez-moi. Ah non, mais non, alors pour moi, ce n'est pas ça la norme. Et c'est comme quand certains opposants nous disent en Belgique, c'est devenu la norme. 2,5% des décès, c'est loin d'être la norme. Non, mais à partir du moment où c'est possible, c'est une norme, c'est d'ailleurs normatif, c'est la loi en fait. Bah, du moment où c'est possible, tant mieux, et ça accompagnera. Moi, j'en serais très fier, très honnêtement. Bon, malheureusement, je n'ai pas été convaincu par les arguments de mon camarade de débat. Je continue à penser malgré tout que l'homme est très impuissant et très petit face à la souffrance et face à la mort, et que essayer de changer cet équilibre et essayer de changer ce rapport justement et essayer de devenir tout puissant nous conduira vers des malheurs, des dérives, et puis ne réglera pas les solutions qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que sur ce sujet qui est la fin de vie et l'accompagnement en fin de vie, il y a des positions qui ne s'entendront jamais. Et effectivement, dans ce débat, on a eu des positions qui ne peuvent pas se compléter. Mais une nouvelle fois, moi, ce que je souhaite, c'est une loi qui respecte absolument tout le monde, qui ne juge personne, qui n'impose rien à personne, qui respecte tous les choix, qui respecte la parole de chacun. Et il faut que sur ce sujet de la fin de vie, enfin, on arrive à cela.